Pour les éditions 2023-2024 du Millennium Challenge Corporation, MCC, le Togo n'a validé que 14 indicateurs sur 20 selon les résultats. Ceci a empêché le pays d'avoir accès à ce programme des États-Unis. Pour la présente édition, le pays a validé 16 sur les 20 indicateurs du Millennium Challenge Corporation, c'est-à-dire 2 indicateurs de plus que les années antérieures. Dans les détails, dans le domaine liberté économique du MCC, le Togo a validé 7 des 8 indicateurs. Dans la catégorie gouverner avec justice, le pays a validé 5 indicateurs sur 6. Dans le domaine de l'investissement dans le capital humain, 4 sur les 6 indicateurs ont été validés. Si le Togo a fait des améliorations, il faut retenir quand même que le pays a aussi eu des points négatifs. Pour les droits politiques, le pays affiche une note de 15, ceci est inférieur au seuil minimal du MCC qui est de 17. Le Togo a obtenu un score de moins 6,6 pour la politique fiscale dont la médiane attendue est de moins 4,4. Ces points et plusieurs autres restent des critères négatifs que le pays doit améliorer pour les éditions à venir. La qualité des services de santé est l'un des aspects les plus fondamentaux des exigences en matière de santé, tant pour le personnel que pour les bénéficiaires. Le constat majeur est que l'accès des populations aux soins de santé de qualité est limité. Les structures et les équipements pour certains soins spécifiques sont largement insuffisants. Dans l'optique d'améliorer la gouvernance sanitaire, le gouvernement togolais a distribué pour 15 milliards de francs CFA d'équipements médicaux dans 160 hôpitaux à travers le pays. Objectif, améliorer l'offre de soins en faveur des populations et répondre de manière plus efficace aux besoins exprimés dans tous les districts sanitaires du pays. Ces lots d'équipements s'ajoutent à la liste des initiatives déjà entreprises par le gouvernement togolais pour rehausser la qualité de l'offre de soins, surtout en faveur des populations les plus vulnérables. Au nombre de celles-ci, l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle, la construction de structures modernes dans les régions, à l'instar des hôpitaux mère-enfant, la mise en place des programmes dédiés à la santé maternelle et infantile, ainsi que le renforcement de capacités du personnel de santé. Les équipements acquis comprennent plus de 7000 lits et 15 appareils d'imagerie, 50 microscopes, 7 ambulances médicalisées, 200 motos et 100 réfrigérateurs. Ces investissements permettent de moderniser les infrastructures existantes et de renforcer les capacités des hôpitaux togolais, afin d'assurer le bon fonctionnement des équipements et à rendre durable leur impact sur les services de santé. Le gouvernement prévoit de mettre en place un système rigoureux de suivi et de maintenance. Le marché boursier africain est en pleine mutation, poursuivi par des avancées technologiques et des dynamiques socio-économiques en constante évolution. Alors que les places boursières traditionnelles peinent à capter une part significative des investisseurs locaux, de nouveaux acteurs comme les cybertraders et les influenceurs transforment les pratiques d'investissement et attirent une jeunesse de plus en plus connectée. Cette évolution reflète une tendance mondiale où la digitalisation simplifie l'accès aux marchés financiers. Pourtant, en Afrique, cette transition reste entravée par des défis structurels, manque de connaissances financières, infrastructures technologiques inégalement développées et fragmentation des économies régionales. Pour relever ces défis, des leviers clés se dessinent. D'abord, l'éducation financière est essentielle pour démocratiser l'accès à la bourse et inciter davantage d'Africains à investir. L'innovation technologique, avec des plateformes accessibles et des outils adaptés aux réalités locales, pourrait stimuler une participation plus large. Une meilleure intégration continentale dans l'esprit de la zone de libre-échange continentale africaine permettrait de renforcer la compétitivité et d'unifier les marchés. Par ailleurs, l'adoption des principes ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, offre une opportunité unique d'attirer des capitaux étrangers tout en alignant les stratégies des entreprises africaines sur des objectifs durables. En adaptant leur modèle aux exigences contemporaines, les bourses africaines pourraient non seulement dynamiser leur économie locale, mais également s'imposer comme des acteurs clés dans l'économie mondiale. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, occupez-vous de couvrir le point de presse. Difficile de rester concentré dans un tel grabuge. Alors qu'il espère donner une conférence de presse, le désormais ancien maire de Dakar est interrompu d'une façon plutôt inhabituelle. Des policiers sont en train de défoncer la porte de la salle de la mairie, dans laquelle il se trouve.
Quelques minutes plus tard, en pleine confusion, Barthélémy Dias est escorté hors du bâtiment. Il crie à la dictature. Comment vous voyez cette situation ? Lors de cette conférence de presse, Barthélémy Dias entendait évoquer un recours contre la décision du préfet de Dakar. Une décision qui le déclare démissionnaire de son mandat de conseiller municipal en raison d'une condamnation pour homicide prononcée en 2017. Une condamnation qui entraînerait son inéligibilité pendant 5 ans. Ses porte-voix dénoncent une décision illégale et purement politique. Il faudra au moins pour une fois qu'en Afrique, qu'on arrive à respecter le suffrage en quelque sorte du peuple. Parce que Barthélémy Dias n'a pas été nommé, comme je l'ai dit, il a été élu au même titre que le président Bassirou Diomaye Faye. À Dakar, la rumeur enflait depuis plusieurs jours. Alors ce samedi, dans les rues de la capitale, les commentaires vont bon train. Après ce que Barth a fait, il a retourné sa veste contre Sonko. Donc je pense que c'était une justice qui devait être faite. Moi, je n'ai pas du tout apprécié la façon dont les choses se sont passées. La façon dont il a été destitué, c'est une autorité quand même. L'avis de ce membre de la société civile est plus tranché. Pour lui, cette scène de ménage politique n'est que la nette représentation des faiblesses de la démocratie sénégalaise. Malheureusement, c'est des pratiques récurrentes et qui ont été très progressives depuis les années 2000, où quand il y a une adversité politique, donc ceux qui ont le pouvoir n'hésitent pas à utiliser la loi pour se défaire des opposants. Il s'agit là d'un deuxième revers pour Barthélémy Dias. Au début du mois déjà, l'édile de Dakar, élu député aux législatives anticipées du 17 novembre, a aussi été déchu de son mandat. Lundi, il a dénoncé un acharnement contre lequel il a promis de se battre. L'opposition avait annoncé ce rassemblement il y a plus d'un mois. Mais elle n'a donné le point de rendez-vous à ses partisans que vendredi, la veille du jour J, pour surprendre le pouvoir. Plusieurs milliers de personnes sont réunies sur le terrain municipal de Massina, dans le quartier de la Tchangou, à Kinshasa, à l'appel du sursaut national contre le changement de la Constitution et le 3e mandat, un collectif lancé en novembre par l'opposant Deli Sesanga. Dans leur esprit, ils se disent que s'il y a une nouvelle constitution, on efface les compteurs. On oublie les précédents mandats du président de la République, on repart à zéro et on relance un nouveau compteur. Kadima et lui vont trouver de nouvelles machines pour qu'il soit élu et demeure pour toujours le président de la République démocratique du Congo. Allez-vous accepter ça? Non. Allez-vous accepter ça? Jamais. À quelques kilomètres de là, Constant Moutamba rassemble ses partisans au terrain Bouddha dans ce même quartier de la Tchangou, un quartier populaire, politisé plutôt opposé au pouvoir en place. Celui qui se définit comme représentant d'une opposition républicaine, opposant mais ministre de la Justice de Félix Tshisekedi, affirme que la réforme de la Constitution est nécessaire pour le développement du pays. L'opposition républicaine soutient les réformes constitutionnelles. Sachez que ce que le président de la République a dit va se concrétiser. Nous allons modifier cette constitution. À partir de 2025, préparez-vous. Nous allons nous battre pour que cette constitution soit modifiée. Nous allons corriger toutes les erreurs qu'elle contient. Les deux rassemblements ont eu lieu presque au même moment ce samedi matin. Les militants des deux camps se sont croisés, mais aucun heurt n'a éclaté. En Libye, des réservoirs de la raffinerie de Zawiya ont été gravement endommagés dimanche par des affrontements entre groupes armés qui font rage dans le périmètre. Selon l'annonce faite par la Compagnie nationale des pétroles, la NOC précise dans son communiqué que les incendies provoqués par les combats sont très préoccupants et s'inquiète de la propagation potentielle de fumée dangereuse, tout en appelant le gouvernement libyen à prendre des mesures pour protéger ces installations. Située dans l'ouest du pays, cette raffinerie traite le pétrole brut provenant du vaste champ de Charara, l'un des plus importants de Libye. Elle a une capacité de traitement d'environ 120 000 barils de pétrole brut par jour.
C'est la première fois qu'une telle réunion se tient depuis la chute du régime de Bachar el-Assad il y a tout juste une semaine. Une douzaine de ministres des Affaires étrangères américains, turcs et arabes, ainsi que des hauts fonctionnaires de l'Union européenne et des Nations unies se sont réunis ce samedi dans la ville jordanienne d'Aqaba. Objectif, œuvrer à une transition politique pacifique en Syrie. Les nouvelles autorités syriennes n'étaient pas présentes à cette réunion. Cependant, Washington affirme pour la première fois être en contact direct avec le groupe islamiste HTS, nouveau maître de Damas. Nous leur avons exposé les principes pour garantir notre soutien continu, qui ont été adoptés par les pays de toute la région et bien au-delà. Quelle Syrie après Bachar el-Assad? Sans doute que la réponse dépendra en grande partie de ces deux pays, les États-Unis et bien sûr la Turquie, première nation à rouvrir son ambassade à Damas ce samedi. Son ministre des Affaires étrangères s'est exprimé pour mettre en garde les Occidentaux. Ne permettez jamais au terrorisme de profiter de la période de transition. Nous devons coordonner nos efforts et tirer les leçons des erreurs du passé. Tout faux pas conduirait à un flux migratoire irrégulier. En attendant, dans les rues de la capitale, la vie quotidienne reprend doucement son cours. Des agents de la circulation relevant des nouvelles autorités nettoient les routes. La plupart des magasins ont rouvert. Pour beaucoup d'habitants, une période d'incertitude débute, mais aussi d'espoir, celui d'un pays libre pour la première fois en paix après 14 années de guerre. Sur ces images de vidéos amateurs, on peut apercevoir une colonne de l'armée russe en déplacement en Syrie. D'autres vidéos comme celle-ci montrent des avions militaires de transport russes atterrir sur le territoire. Après la chute du régime syrien, son principal allié dans la région, le Kremlin, serait-il en train de rapatrier son équipement et ses troupes de Syrie? De l'avis de nombreux experts, il est encore trop tôt pour le savoir, mais tous s'accordent pour dire que Moscou est au minimum obligé de reconfigurer son dispositif militaire. C'est un désastre pour la Russie, car elle a investi beaucoup d'argent en Syrie, dans ce régime totalitaire et dans la dictature d'Assad. La grande question est désormais de savoir s'il y aura des bases militaires russes en Syrie et quelle sera la coopération entre le nouveau gouvernement syrien et la Russie. Des conséquences potentiellement lourdes pour Moscou, car pour la Russie, le territoire syrien est d'une importance géostratégique cruciale. Elle lui permet un accès direct à la mer Méditerranée, à travers sa base militaire et navale de Tartous. D'après ces images satellites, diffusées il y a quelques jours, Moscou aurait déjà évacué plusieurs de ses navires, au moins temporairement. En plus d'un accès à la mer, la Syrie est aussi un gigantesque carrefour aérien pour le Kremlin. Des centaines d'avions transitent chaque année par sa base aérienne de Haimim à destination du continent africain, où la Russie possède de nombreux intérêts stratégiques. Là aussi, des mouvements ont été aperçus sans qu'il soit possible d'affirmer qu'il s'agit d'un retrait. Les autorités russes, quant à elles, se refusent pour le moment à donner plus d'informations. C'est un sujet de discussion que nous aurons avec ceux qui seront au pouvoir en Syrie. Or, on voit que c'est une période de transformation, d'instabilité extrême. Il faudra donc bien sûr du temps et ensuite une conversation sérieuse avec ceux qui exerceront le pouvoir. Une évacuation complète des forces russes impliquerait un effort logistique très important et visible. Des dizaines de blindés, des pièces d'artillerie, 16 hélicoptères et plusieurs milliers d'hommes sont toujours sur place. Mais peut-être que Moscou n'ira pas jusque-là. Les nouveaux maîtres de Damas n'ont pour le moment pas exigé leur départ. Il n'est pas exclu que dans un avenir proche, un accord soit trouvé entre les deux camps.